Hello, hello, hello. Bonjour à vous, mes hockey fans. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un preview pour la saison 2021. Je ne sais pas quand la saison va avoir lieu, je ne sais pas de quoi auront l'air les sections. J'ai vu plusieurs propositions de division, puis souvent on mettait les Coyotes dans la division Pacifique. Mais honnêtement, je ne sais pas pour l'instant. Donc bref, je fais quand même les previews, question de se remettre un petit peu dans le bain du hockey. Par contre, cette année, ben, j'ai pas de prévision par rapport aux positions des divisions pour la simple et bonne raison que je ne sais pas de quoi auront l'air les divisions. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une équipe que moi j'affectionne tout particulièrement, les Coyotes de l'Arizona. J'ai une vieille casquette des Coyotes de Phoenix parce que la casquette que j'avais des Coyotes de l'Arizona, qui est juste ici en fait, vous la voyez, elle a été signée par différents joueurs des Coyotes de l'Arizona. Fait que c'est ce fait que je la porte plus vraiment aujourd'hui. Dans les signatures, il y a entre autres, ici c'est Vinny Inestroza, ici c'est Clayton Keller, ici c'est Nick Schmaltz et Robbie Russo, qui est un défenseur de Ligue américaine des Coyotes. Fait que, bref, je ne porte plus ma casquette des Coyotes de l'Arizona, je suis retourné avec ma casquette des Coyotes de Phoenix. Alors on s'attaque pour ce qui est du preview pour la saison 2021 des Coyotes de l'Arizona. Alors moi je vais commencer d'abord et avant tout avec le fait que c'est une organisation qui au cours des dernières années a misé énormément sur les statistiques avancées. L'ancien DG des Coyotes de l'Arizona qui a quitté d'une manière assez mystérieuse l'organisation, là, du jour au lendemain il a remis sa démission, on ne sait pas trop pourquoi. Ce qu'il faut mentionner c'est que l'équipe a été rachetée par un propriétaire qui semble vouloir mettre sa famille à des positions assez spécifiques dans l'organisation. Fait que, bref, peut-être que c'est un conflit avec la famille, peut-être qu'il y a eu une opportunité ailleurs dans un autre sport, dans un autre domaine, je sais pas. Mais au final, c'est ce qui fait que John Chayka est parti un peu comme juste de même. Et ça l'a surpris un peu, mais en même temps, il a été remplacé relativement rapidement. Et il a été remplacé par un nouveau DG qui s'appelle Doug Armstrong, qui est anciennement avec les Blues de Saint-Louis. Alors, pour ce qui est de Doug Armstrong, ben écoute, il a déjà travaillé à long terme dans une organisation qui a gagné la Coupe Stanley, les Blues de Saint-Louis. Et c'est un gars qui a vu une équipe qui avait du caractère. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux en tant que fan des Coyotes. C'est que ce gars-là va peut-être amener cet aspect-là, c'est-à-dire l'émotion dans la game pour les Coyotes. Les Coyotes, l'année passée, c'était une équipe qui était en dents de scie. Autant que des fois, il y avait des séquences où la cohésion était parfaite, la possession de rondelles était bonne. C'est une des meilleures organisations sur un point de vue défensif. C'était une équipe qui jouait ensemble, qui était beau à voir aller, tellement que leur système de jeu était juste parfait et bien exécuté. Puis là, une couple de games plus tard, c'est le contraire. Tout était décousu, puis on dirait qu'ils ne savaient plus jouer ensemble, ils ne savaient plus jouer défensivement. Camper se ramassait avec 40 ou 50 tirs en face. Fait que bref, c'est une organisation qui était un petit peu bizarre à voir à ce niveau-là. Puis moi, le point que j'ai vu qui est le point commun de cette organisation-là, du début de la saison jusqu'à la fin, quand ils se sont rendus dans la bulle, puis finalement ils se sont fait littéralement démolir par l'Avalanche du Colorado, c'était ridicule. On dirait que c'était une équipe de Ligue américaine qui jouait contre l'équipe de la Ligue nationale. Ça n'avait pas de sens. En tout cas, bref, le point étant, c'est que quand que les Coyotes, excusez, tout au long de la saison, ce que j'ai remarqué comme point commun, c'est qu'ils ont un manque solide d'intensité. C'est des gars qui n'ont pas la hargne de gagner. Et là, il y a eu des ajouts qui ont été faits. C'est des gars qui, semble-t-il, ont un peu plus de caractère. Ça va peut-être amener ce petit quelque chose de plus-là. Mais pour les Coyotes, moi, tout au long de la saison, c'est pas du talent qui manque. Ils en ont du talent. Mais c'est qu'on dirait que quand ils jouent tout le temps business as usual, puis c'est pas bon. Quand ça devient important, ça devient intense. Ils ont eu un petit moment de Taylor Hall, qui est un joueur avec un caractère offensif exceptionnel. C'est un gars qui a une très bonne vision de jeu. C'est un gars qui, honnêtement, il provoquait un paquet d'affaires. Puis ça, c'est drôle. Tu sais, quand tu vois des gars qui ont vraiment un talent, disons, un petit peu plus poussé, quand ils arrivent dans une nouvelle organisation, des fois, les autres joueurs ont de la misère à recevoir leurs passes parce que leurs passes sont trop raides, sont trop rough. Je me souviens à l'époque avec le Canadien Radulov, quand il est arrivé, il faisait des passes raides, puis les autres joueurs avaient de la misère un peu. Fait que ça a été le cas avec les Coyotes de l'Arizona quand Taylor Hall est arrivé au début. Puis honnêtement, je pense qu'il a juste jamais fait les plans de rester en Arizona là, pour ce qui est de Taylor Hall. Ils ont donné vraiment beaucoup pour un gars qui de toute façon allait même pas rester. Là, mais en tout cas, bref. Et je trouve que certains joueurs ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à son style de jeu et à ses forces de passe, sauf Christian Dvorak. Honnêtement, Dvorak a réussi à bien s'entendre avec Taylor Hall et j'aime sa responsabilité défensive. Pour ce qui est du reste, ben, ils ont perdu le meilleur joueur offensif et c'est ce qui fait que ce qui va rester est malheureusement une équipe qui n'est pas très productive offensivement. Alors, pour ce qui est des Coyotes, on retourne encore avec le coach Rick Tocchet. Dans le cas de Rick Tocchet, écoute, il faut que ça s'améliore, là, ça n'a pas de sens. L'équipe a réussi à faire les playoffs finalement, ça faisait une éternité. Puis ça, c'est à cause de la structure un peu bizarre qu'on avait cette année. Là. Mais cette équipe-là, elle a encore une fois manqué les séries éliminatoires. Il faut qu'il y ait des résultats avec Rick Tocchet. Puis ils ont du talent, fait qu'il faut que ça travaille. Il a réussi à faire de cette équipe-là une bonne équipe offensive, mais là, il faut qu'il marque des buts, c'est important. Doug Armstrong devrait, j'espère en tout cas, apporter plus d'intensité dans cette organisation-là, ou une mentalité peut-être plus de gagner
gagnant plutôt qu'une mentalité de j'accepte mon sort, ça serait quelque chose qui serait vraiment très bon. Puis on aurait la possibilité d'avoir une meilleure organisation du côté de l'Arizona. L'année passée, on a 33 victoires, 29 défaites, 8 défaites en prolongation pour un 74 points, ce qui est vraiment pas exceptionnel, mais bon, quand même. Ils ont réussi à faire les playoffs avec la structure un peu bizarre, sinon ils ne faisaient pas. Une moyenne de buts marqués de 2,79, une moyenne de buts encaissés de 2,67. Et ça, honnêtement, c'est très bon. Si je ne fais pas erreur, là, c'est ça. Troisième dans la ligue pour ce qui est, dans la ligue, je dis bien, troisième dans la ligue pour ce qui est de la moyenne de buts accordés par match, et c'est ridicule. Peu importe quel gardien qui gaulait, il y avait tout le temps des bonnes statistiques. Puis pourtant, comme je vous ai dit, là, comme peu un moment donné, il a reçu des 45-46 tirs dans des games. C'était hallucinant comment il se faisait matraquer les gardiens de but, mais ils ont un système de jeu qui fait que les tirs viennent de l'extérieur, il n'y a pas trop de passes transversales dans l'enclave, ce qui fait que même s'il y a beaucoup de tirs qui sont accordés, ben, ils réussissent quand même à avoir des bonnes statistiques pour les gardiens. Fait que ça, honnêtement, pour un gardien de but, c'est quand même très bon. Mais on manque de but, ça c'est assurément. Un avantage numérique à 19.2, un désavantage à 82.7, c'est quand même bien. 22e dans la ligue, 11e dans la conférence. C'est ça que je vous disais, c'est qu'ils n'auraient pas fait les séries si ça avait été une structure normale pour les playoffs. Puis finalement, ils ont éliminé en phase préliminaire les Prédateurs de Nashville qui s'étaient tellement pas présentés. Là. On dirait que ça leur tentait pas de jouer au hockey. Fait que bref. Mais par contre, comme je vous dis, ils se sont fait tellement. Écoute, ils ont été assiégés par l'Avalanche Colorado. C'était ridicule à voir comme game. Le meilleur en termes de but l'année passée aurait été Connor Garland. Puis honnêtement, Connor Garland, c'est peut-être la seule progression qui a été vraiment intéressante l'année passée. Connor Garland a même réussi à dépasser Phil Kessel avec un total de 39 points l'année passée. Phil Kessel, 38 points. C'est une saison qui a été désastreuse pour Phil Kessel. Mais Connor Garland a réussi à avoir une bonne intensité. Là, ben, si jamais vous connaissez peut-être un peu moins les joueurs de l'Arizona, Connor Garland, c'est un joueur à petit gabarit. Puis Clayton Keller aussi. Fait que quand tes joueurs offensifs qui sont les plus importants sont à petit gabarit, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'il y a de mieux quand ça devient intense. Le meilleur en termes de buts, c'est Connor Garland avec 22 buts. Aucun joueur a fait du 25 ou 30 buts l'année passée avec les Coyotes. Je ne considère pas ici la totalité de la saison de Taylor Hall parce qu'il n'a pas joué toute la saison avec les Coyotes. Meilleur en termes de points aurait été Nick Schmaltz en 45 points. Un total de 45 points. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Alex Goligoski avec 32 matchs. Il a un différentiel plus-moins de plus 8. Alors là, des espoirs qui sont des espoirs à suivre avec les Coyotes de l'Arizona qui pourraient ou qui devraient faire leur entrée sur une base régulière dans l'organisation. Je vous en ai retenu 3. Barrett Hayton, je pense que c'est peut-être un des plus probables à se faire une place dans l'organisation. Barrett Hayton est âgé de 20 ans, c'est un choix de première ronde en 2018. Puis Barrett Hayton a joué un petit peu dans la Ligue nationale l'année passée. Sauf qu'il avait été passé pour le championnat du monde junior et éventuellement il va devenir même le capitaine d'équipe Canada. Fait que c'est quand même, je sais pas si vous vous en souvenez, par contre, il y avait eu quelque chose avec le casque et l'hymne national. Là. Mais en tout cas, on met ça de côté. Bref, c'était le capitaine avec l'équipe Canada. Puis avec l'équipe Canada, il y a eu 12 points en 7 matchs. C'est quand même très bon. Donc, c'est un des meilleurs espoirs pour ce qui est de l'organisation des Coyotes de l'Arizona avec Victor Soderstrom. Puis, c'est un gars qui est à caractère offensif, ce qui est vraiment pas quelque chose qui est une force des Coyotes. Fait que ça serait bien s'il pouvait graduer dès cette année. Ce qui est arrivé avec Barrett Hayton, c'est que finalement, il sera blessé. Puis, il a manqué presque toute la saison, finalement. Et quand il est revenu de sa blessure, il a joué une affaire comme 5 matchs, je pense. Il a joué 5 matchs dans la Ligue américaine avec un total de 1 but, 4 passes pour 5 points. Puis ça, c'est quand il est revenu de sa blessure. Fait que théoriquement, Barrett Hayton, si tout va bien, il devrait faire partie de l'organisation dès cette année. Victor Soderstrom, lui, non. Il ne devrait pas faire partie de l'organisation dès cette année. C'est un défenseur de 19 ans, choix de première ronde en 2019. Il jouait dans la Ligue d'élite de Suède. Puis c'est un gars qui a vraiment... Il a eu un impact important pour l'équipe de Suède au championnat du monde junior. Lui, dans son cas, c'était... 6 points en 7 matchs pour un défenseur au championnat du monde junior. Dans la Ligue d'élite de Suède, Soderstrom a eu en 35 matchs, 5 buts, 11 passes, 16 points. C'est un défenseur à caractère offensif. S'il joue en Amérique du Nord cette année, ben à ce moment-là, c'est probablement plus dans la Ligue américaine qu'on le verrait. Mais il pourrait éventuellement être appelé. Les Coyotes, c'est une équipe qui a souvent beaucoup de blessés. Et finalement, je vais finir avec Cal Capobianco, qui lui est un défenseur de 23 ans, choix 3e monde en 2015. Dans son cas, à lui, c'est déjà une couple de saisons là, qui fait du monde-descend, Ligue américaine, Ligue nationale. Puis il serait temps là, que l'organisation il donne une vraie chance dans la Ligue nationale sur une base régulière parce qu'ils ont une base de défenseurs qui est stable, mais qui vieillit aussi. Puis je pense qu'il peut avoir de la place pour un gars comme Capobianco dans l'organisation. C'est un défenseur qui est plus à caractère offensif. D'ailleurs, il y avait eu la meilleure moyenne de points par match dans la Ligue américaine l'année passée avec 0,88 points par match. Dans la Ligue américaine, il y a eu un total de 42 matchs, 10 buts, 27 passes, 37 points. C'est quand même excellent là, pour un défenseur, 37 points en 42 matchs. Puis ce qu'il faut mentionner, c'est que Tucson est une organisation qui voyage beaucoup en autobus, donc c'est épuisant de jouer à Tucson. Fait que bref,
C'est un gars qui est un défenseur à caractère offensif qu'il faudrait qu'on finisse par y faire une vraie place. L'année passée, dans la Ligue nationale, il a joué un total de 9 matchs, c'est tout. Puis il n'a pas joué des grosses minutes non plus. Fait que très honnêtement, il serait temps que l'organisation y fasse une place, puis une place qui aurait vraiment du sens sur une base régulière. Mais malheureusement, ils ont un top 6 de défenseurs qui est quand même très solide, puis qui a beaucoup d'expérience. Ça, c'est mon alignement que je propose, qui est un alignement uniquement proposé. C'est pas nécessairement ça qui va être, mais je pense que ça pourrait être un alignement assez intéressant. Les gars que j'ai mis en rouge, c'est des personnes qui intégreraient l'alignement, qui n'étaient pas là sur une base régulière l'année passée. Les gars en bleu, c'est des gars qui sont déjà bien connus en Arizona. Alors, on se lance immédiatement dans l'alignement possible que je vous propose des Coyotes de l'Arizona. Alors, moi, j'y vais avec Nick Schmaltz. Nick Schmaltz a été le meilleur joueur au niveau offensif l'année passée. En 70 matchs, 45 points. Il n'y a pas de joueur qui a fait 50 points dans cette organisation-là. On fait toujours abstraction de la totalité des points de Taylor Hall. Fait que, bref, c'est une organisation qui ne fait pas beaucoup de points. Nick Schmaltz est peut-être l'un des plus complet. Il est plus complet que Clayton Keller, mais encore là, c'est pas un joueur que tu peux qualifier complet. Fait que bref, dans le cas de Nate Schmaltz, moi j'y vais avec Nate Schmaltz qui, dans le fond, va jouer à la gauche de Christian Dvorak. Il prend la place de Taylor Hall, mais tu sais, il prendra pas vraiment la place de Taylor Hall. Il n'y a pas le caractère de Taylor Hall, il n'y a pas la force physique de Taylor Hall, il n'y a pas le sens de hockey offensif de Taylor Hall. Fait que bref, on fait avec ce qu'on a finalement. Et Nick Schmaltz, ben, c'est lui qui devrait, en tout cas selon moi, il devrait être le premier ailier gauche de l'organisation. C'est un gars qui peut jouer au centre aussi, mais j'aimerais ça voir une place pour Barrett Hayton au centre. Fait c'est pour ça que moi je vais le mettre à gauche. Mais éventuellement, ça se pourrait aussi que Nick Schmaltz retourne au centre, Barrett Hayton soit à l'aile, c'est le genre de jeu qu'on pourrait faire. Moi, j'y vais avec Schmaltz sur la première. Avec Christian Dvorak, l'année passée, 38 points, 70 matchs. C'est un gros bonhomme qui est capable de faire des points. Il est capable de se défendre aussi. Il recule défensivement. Fait que c'est un gars qui, moi, je trouve qu'il a l'air d'être capable de jouer avec des gars très talentueux. C'est la raison pour laquelle je voudrais que ce soit mon premier centre. Puis il a quand même bien fait en tant que premier centre avec Taylor Hall. Fait que, bref, j'y retournerai avec Christian Dvorak comme premier centre. Et Connor Garland, en 68 matchs, 39 points. Dans le cas de Connor Garland, c'est un gars qui, année après année, s'améliore. Et c'est un gars qui provoque l'offense. Il provoque l'attaque. Très rapide, il a une bonne coordination main-œil. C'est un gars qui va essayer toujours de créer quelque chose en avant, mais c'est un gars aussi à petit gabarit, malheureusement. Clayton Keller, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne veux pas faire jouer Clayton Keller et Connor Garland ensemble, c'est parce qu'ils sont trop petits physiquement. Puis c'est à peu près le même genre de joueur. Clayton Keller, c'est un joueur qui est all offense, c'est un joueur qui est à petit gabarit, bonne coordination, très rapide. Bon, bref, on revient avec la même chose que Connor Garland. 44 points en 70 matchs. Il y a un talent, d'après moi, qui est quand même plus poussé que Connor Garland. Sauf que j'aimerais ça le voir avec, théoriquement, Phil Kessel devrait être un leader, il devrait être un joueur qui produit offensivement. J'aimerais le voir jouer avec Phil Kessel, puis je veux pas voir Phil Kessel qui a eu sa pire saison, je pense, ou en tout cas une de ses pires saisons l'année passée. Je veux pas le voir sur mon premier trio. J'y vais avec Barrett Hayton au centre. En 20 matchs, il a 4 points. Barrett Hayton, comme je vous ai dit, a été blessé. Bon, là, il jouait dans la Ligue nationale, il a été passé à l'équipe Canada Junior, il s'est blessé, il a manqué presque toute la saison. Dans son cas, à lui, c'est un gars qu'on voit comme étant à très fort potentiel offensivement. C'est un gars qui pourrait peut-être même potentiellement faire partie de la liste pour le Calder l'année prochaine. Fait que c'est un gars qui a un très très fort potentiel et je veux le voir dans le top 6. Puis je veux le voir avec un gars qui est un gars d'expérience en Phil Kessel, puis un gars qui est très offensif en Clayton Keller. Clayton Keller a quand même de l'expérience aussi dans la LNH. Phil Kessel, lui, l'année passée, 38 points en 70 matchs, a été désastreux comme saison. En tout cas, c'était pathétique. Même avec, quand il a joué une couple de fois là, avec Taylor Hall, puis c'était pas concluant du tout. Lawson Krause, sur ma troisième ligne à l'aile gauche, 25 points en 66 matchs. Derek Stepan, qui n'est plus le joueur qu'il était, malheureusement, mais c'est un gars qui peut quand même encore jouer assez intéressant là, au niveau défensif. Au niveau offensif, il ne crée plus grand-chose. 28 points en 70 matchs. Et Kristen Fisher, 9 points en 56 matchs. La troisième ligne ici, c'est une ligne qui devrait être une ligne d'énergie. C'est une ligne qui frappe fort. Puis qui est bien connu en Arizona, donc il a un sentiment d'appartenance en Arizona. Puis j'ai mis genre tous les nouveaux venus sur la quatrième ligne, parce que c'est pas des gars qui sont c'est des gars de profondeur, c'est pas des gars de premier plan. Alors on a Pitlick qui, là je me souviens plus qui a été acquis dans une transaction, qui a été signé là, honnêtement. Il me semble que Larson avait été acquis dans une transaction, Pitlick aussi, Maiden signé ou quoi, mais je me rappelle pas. En tout cas, c'est des gars qui ont été acquis pendant la saison. Alors Pitlick, lui c'est 20 points en 63 matchs, Larson qui arrive de Buffalo, c'est 18 points en 62 matchs, et John Hayden c'est 4 points en 43 matchs. C'est des gars qui sont des gars de profondeur, un petit peu plus physique aussi. Donc ça devrait être une présence plus importante. Mais c'est des buts qu'on a besoin en Arizona. Fait que, bref. En termes de scratch, j'y vais avec Hunt, Chaput et Bunting. Au niveau des défenseurs, il n'y a vraiment pas de question à vous poser. Oliver Ekman-Larsson est encore le meilleur défenseur de l'organisation. C'est le premier défenseur gauche, puis il joue presque tout le temps avec Jason Demers. Fait que j'y vais avec Oliver Ekman-Larsson, Jason Demers. Ekman-Larsson, l'année passée, 30 points, 66 matchs. Ça n'a pas été le défenseur le plus productif sur un point de vue offensif, mais c'est quand même un gars qui a une bonne vision offensive.
il joue intelligemment. Jason Demers, 11 points en 50 matchs. C'est pas nécessairement quelqu'un que tu veux sur ta première paire, mais il s'entend bien avec Oliver Ekman-Larsson. Fait qu'on va garder ça comme ça. Alex Goligoski comme étant le deuxième défenseur. C'est le défenseur gauche. 32 points en 70 matchs. L'année passée, ça a été le plus prolifique au niveau offensif. C'est un gars qui devrait ralentir cette année. Il commence à avancer en âge. Mais il a un leadership qui peut être intéressant. Il peut montrer un excellent exemple à Jacob Chichern qui, lui, l'année passée, 26 points en 63 matchs. Chichern, c'est éventuellement un de tes deux premiers défenseurs. C'est un gars qui a un très fort potentiel. Physiquement, il est costaud. Il lit bien le jeu. Il est capable de frapper. Il est capable de relancer. Bonne première passe. Mais c'est un gars qui est fragile. Il se blesse pratiquement tout le temps. Fait que, tu sais, en tout cas, théoriquement, ça devrait éventuellement être un de tes top 2. Assurément, il devrait être dans ton top 4. Yann Larsson, comme étant troisième défenseur gauche, 5 points en 27 matchs. Des blessures l'année passée. Presque toute l'équipe a eu des blessures, c'était horrible. Et Jordan Osterley, ben, lui, c'est 13 points en 58 matchs. C'est pas nécessairement un défenseur qui mérite d'être vraiment établi dans la LNH, mais c'est quand même un défenseur qui fait la job dans le système de jeu des Coyotes, excusez-moi. Par la suite, j'y vais avec un scratch, mais Capobianco, Lyubushkin. Lyubushkin, c'est un gars qui boum, 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 frappe. Et Victor Soderstrom qui devrait jouer plus dans la ligue américaine. Capobianco, lui, qui devrait faire des montes-descends. Il va avoir des blessures dans l'organisation, c'est sûr et certain. Fait qu'il devrait être appelé, lui, puis Lyubushkin devrait être appelé à jouer une coupe de match dans la LNH. En termes de gardien de but, ben, assurément, c'est Darcy Camper. S'il n'avait pas été blessé, ça aurait été mieux. Mais encore là, tous les gardiens ont été blessés dans cette équipe-là l'année passée. Darcy Camper en 29 matchs, 2.22, 928. À 928, je pense que assurément, c'était un des meilleurs en termes d'efficacité au travers de la ligue. Troisième en termes d'efficacité au travers de la ligue avec un nombre minimal de matchs. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nombre minimal de matchs. Là. Mais à 928, c'est excellent au niveau de l'efficacité. Il a été matraqué par bout, ça n'avait pas d'esti bon sens. Antti Ranta comme deuxième gardien de but, même chose, il est tout le temps blessé ce gars-là. 33 matchs, 2.63, 921. Fait que c'est 928, 921. Puis Adam Hill, qui lui a joué Ligue américaine, Ligue nationale, je le mets comme troisième gardien. Il va être appelé à jouer, c'est sûr et certain qu'il va finir par monter. Ils sont tout le temps blessés. Alors en 13 matchs, lui dans la Ligue nationale l'année passée, 2.62, 918. C'est quand même très similaire avec les deux autres gardiens. Alors, c'est de ça qu'a l'air l'analyse pour la saison 2021. Les Coyotes ont besoin de marquer des buts. Ils n'ont pas vraiment été chercher de gars qui vont être capables de marquer des buts. Par contre, ils ont été chercher des gars qui devraient théoriquement amener un petit peu plus de caractère. Ce qui est difficile en ce moment, qui va jouer dans la tête des joueurs, c'est le fait que Doug Armstrong était ouvert à une discussion pour presque tous ses joueurs. Pour des échanges, j'entends. Puis entre autres, là, par rapport à Oliver Ekman-Larsson, qu'on avait demandé s'il accepterait de lever sa clause de non-échange, c'est le capitaine de l'équipe. Fait que c'est rough un peu, là, tu sais. Doug Armstrong ne dit pas, genre, à son corps de joueur, j'ai confiance en vous. Fait qu'il a rajouté de la profondeur avec de l'intensité, mais je sais pas, la relation part un petit peu bizarre. Alors, c'est une organisation qui nous a habitués à un jeu défensif quand même très intéressant, puis quand ils jouent ensemble, honnêtement, ils ont une très belle cohésion, puis ils réussissent à bloquer beaucoup de choses. Fait que c'est une équipe qui peut rattraper son manque de but avec un bon jeu défensif, puis avec une tenue solide des gardiens de but, juste en dessous ici. Ils peuvent peut-être faire les séries, who knows, mais je sais pas de quoi avoir là les divisions, fait que j'ai hâte de voir. Alors, si jamais vous avez des joueurs que vous aimeriez me parler puis que j'ai pas parlé des Coyotes de l'Arizona, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez une opinion différente pour quelconque raison, ben c'est à votre aise. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, ben vous pouvez y faire un petit j'aime, vous pouvez également la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, puis on se revoit très prochainement pour le prochain preview.